Voilà, on va commencer par remercier toutes ces personnes qui sont arrivées à l'heure. Donc, en général, le débat qu'on organise, il y a 2 ou 3 copains qui ont préparé des interventions pour faire un peu l'introduction au débat, pour préparer un peu. Et ensuite, on pense qu'il y aura des interventions. Donc, le débat se suivra. On a préparé des petits topos, rassurez-vous, qui vont être assez brefs. Donc moi, je préparais un petit préambule sur quelques petites choses qui me tenaient à cœur, sur la manipulation des sentiments. Et je crois que le compagnon Antoine, lui, il a préparé un petit résumé d'un texte de jeune homme qui s'appelait Karim Landé, qui est décédé il y a quelques années, et qui avait produit sur le sujet un livre, carrément un document très intéressant, et que nous avons essayé de résumer. Voilà, donc un peu comment on compte introduire ce débat, qui, on ne va pas le cacher, il fait suite à tout ce qu'on a entendu au niveau de l'actualité. Et il nous a semblé essentiel de repositionner certains concepts. Si on peut le faire collectivement, c'est pas mal. Pour ma part, et en préambule, moi je commencerai par affirmer la notion d'identitarisme, c'est une escroquerie. Voilà. Les êtres humains, entre eux, ne sont jamais identiques. Et dans chaque individu, la part de l'acquis nous explique qu'en plus de ne pas être identiques, les individus sont en perpétuel devenir. C'est-à-dire que moi, je suis différent de ce que j'étais hier, ne serait-ce que par l'acquis de ce que je vais avoir ce soir, et demain, je serai différent de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas comme ça, d'identité individuelle, il y a des différences. Pour être clair, mais c'est effectivement que les politiques ne veulent pas être clairs, il faudrait parler de points communs entre les individus. Je crois qu'il faut clarifier. Nous avons entre nous des points communs. La localisation géographique, là où on vit, est un point commun. Le hasard nous a fait naître ici. Suggérer qu'à partir de ce point commun de la naissance, on puisse construire une identité biologique, c'est une escroquerie intellectuelle. Cela s'appelle le nationalisme. Le nationalisme classique associe une identité sanguine au hasard de la naissance. Le nationalisme moderne est plus subtil. Il utilise quelques points communs, des cultures, entre guillemets, des valeurs, entre guillemets, des croyances, entre guillemets, pour fonder autour de ces points communs une exclusivité. La fonction du nationalisme moderne est la même que celle du nationalisme classique. Il ne faut pas s'y tromper. Il s'agit de regrouper d'abord pour mieux exclure ensuite. Mais c'est une escroquerie subtile, mais qui n'en est que plus manipulatrice. Comme toute manipulation, il y a l'utilisation des sentiments. Dans le cas qui nous intéresse ici, le sentiment qui est utilisé, c'est le sentiment d'appartenance. Cette action sur le sentiment d'appartenance, comme toute action reposant sur les affects, est propre à la manipulation, à toute forme de manipulation, et en particulier à celle du pouvoir. Tout le monde connaît l'adage diviser pour mieux régner. Nous y sommes en plein. L'idéologie nationaliste est une stratégie du pouvoir. Je me rappelle d'un texte que j'ai parcouru il y a quelque temps, qui était un texte de Rosa Luxembourg sur la montée du fait nationaliste au XIXe siècle. Elle décrivait parfaitement comment le fait nationaliste était propulsé par les politiciens réactionnaires pour contrer la montée du mouvement émancipateur. C'est donc une stratégie pour la prise du pouvoir, comme on l'a vu, dans la première moitié du XXe siècle, et c'est aussi une stratégie pour la conservation du pouvoir. Et le débat que nous a lancé le gouvernement aujourd'hui fait partie de cette stratégie pour la conservation du pouvoir. Les fondements psychologiques de cette stratégie ont été étudiés en psychologie sociale, par exemple sur la formation des groupes. Il y a une expérience que m'a raconté un compagnon il y a peu, dans laquelle on invite des chercheurs en psychologie sociale
invite des individus à participer à l'expérience, ils ne disent pas à laquelle. Ces individus sont conviés à attendre qu'on débute l'expérience dans une vaste salle d'attente. Et il se trouve que l'expérience a déjà commencé dans la salle d'attente et qu'ils sont observés. Ces individus ont les uns des badges rouges, les autres des badges bleus. Et au bout de certains moments, on constate que les individus qui ont des badges rouges ne parlent plus qu'aux individus qui ont des badges rouges, et que les individus qui ont des badges bleus ne parlent plus qu'aux individus qui ont des badges bleus. Ils se forment des groupes. Fait encore plus étonnant, on a pris le soin de confier à deux individus qui ne se connaissaient pas plus des badges dorés. Eh bien, ces deux individus-là qui ont des badges dorés, qui dépassent un peu les autres, puisqu'ils sont dorés, ils ne sont que deux, les autres sont plus nombreux, prennent les autres de haut et ne parlent qu'entre deux, comme s'ils étaient un peu devenus les chefs de cette salle d'attente. Voilà. Voilà un peu de mots résumés, une dynamique de groupe dans une salle d'attente, avec des fonctionnements identitaires. Donc, nous sommes en plein dans la manipulation des sentiments. La manipulation des sentiments, ce n'est pas autre chose que la culture de l'irrationnel, l'utilisation de l'irrationnel dans ce domaine du sentiment d'appartenance. C'est ici qu'il faut faire la comparaison avec une autre utilisation que nous avons eue à lutter, c'est le sentiment d'insécurité. On utilise les sentiments des gens, le sentiment d'insécurité, le sentiment d'appartenance. Et à partir de là, on crée quelque chose de parfaitement irrationnel. Le produit global que l'on constate est une atmosphère actuelle d'obscurantisme délétère, dans lequel nous semblons nous engouffrer et contre laquelle nous devons lutter. C'est pourquoi nous sommes là. Les militants de la CNTAIT, c'est un mouvement anarcho-syndicaliste, mais ne luttent pas uniquement contre la domination sur le plan salarial, sur le plan de lutte de classe. Ils luttent contre toute forme de domination. Et il n'y a pas pire forme de domination que celle qui consiste par cette manière à s'emparer des esprits. Pour terminer, je dirais donc que pour nous, il est aujourd'hui primordial de reposer les bases intellectuelles du mouvement émancipateur. Deux mots, l'universalisme, la réflexivité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par universalisme? Il y a 15 jours, 3 semaines de cela, j'en ai eu une très bonne définition pour l'actualité. J'ai entendu dans une assemblée des amis du rassemblement une phrase, moi, qui m'a vraiment résumé cet universalisme. Chacun est différent, mais nous avons tous les mêmes droits. Je crois que l'universalisme, il est bien résumé là, qui s'oppose au communautarisme. Nous sommes tous différents, mais nous avons tous les mêmes droits. Et c'est cet universalisme qui peut servir de base intellectuelle au mouvement émancipateur. La deuxième base, c'est la réflexivité. Qu'est-ce qu'on entend par réflexivité? C'est effectivement la réflexion, mais c'est aussi et surtout la capacité de remise en cause de ce qu'on appelle ici et là les racines ou les traditions. Tout cela, comme le dit l'autre journal, nous avons un cerveau, nous n'avons pas de racines, on n'est pas des arbres. C'est-à-dire que nous devons être capables, dans tous les domaines, de remettre en cause ce qu'on nous a imposé comme les vérités. Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Voilà. Donc, il faut avancer avec des bases générales, qui ne sont pas spécifiques au mouvement anarchiste, mais qui sont des bases qu'il faut défendre pour pouvoir laisser se développer un mouvement émancipateur fort dans le monde. Si on ne défend pas ces bases-là, qui sont essentielles à notre survie intellectuelle, eh bien nous sombrerons dans l'obscurantisme. Et c'est contre cela aussi que nous entendons lutter. Je laisse ma parole à mon compagnon. Oui. Tu as parlé d'universalisme. Moi, j'appellerais cette intervention cosmopolitisme. Et c'est la position des anarchistes par rapport au nationalisme. On peut la résumer en un seul mot. Alors, pourquoi ce débat ce soir? Il faut rappeler un peu l'actualité. Le titre, c'est ni identité nationale, ni identité régionale. Et effectivement, dans l'actualité récente, il y avait au moins 2 séries de faits qui sont, pour certains, beaucoup plus graves qu'on veut le dire. Le premier, c'est ce débat sur l'identité nationale, qui, tout le monde l'a vu, bon, il est soi-disant fini, mais à mon avis, c'est un tournant, un cap qui a été franchi, et qui va avoir des résultats assez catastrophiques dans la durée, et on ne mesure pas assez les effets de ce débat. Sur le plan très factuel, comme ça, journalistique, on a vu des réflexions racistes, clairement, lancées par des ministres, des gens qui représentent donc l'État, et sans que rien ne leur arrive après, qu'ils ne soient même pas sanctionnés. Alors je vais rappeler juste quelques réflexions. Nadine Morano, qui définit un bon musulman, c'est un type qui déjà cherche un travail, qui trouve un travail, et qui ne met pas sa casquette à l'envers. Hortefeux, avec sa réflexion sur
que ça va, mais quand il y en a trop que le problème se pose. Là aussi, c'est un ministre soi-disant de la République qui soi-disant est égalitariste, et ça passe. Bon, nous, à la limite, on s'en fout un peu des représentants de l'État, mais le problème, c'est que ça a un effet symbolique très important par rapport à la population. Ça déculpabilise énormément de racistes, puisque ça devient une opinion qui peut être tenue sans aucune sanction. Et à gauche, Manuel Valls, qui, quand il fait visiter sa ville, je crois que c'est Évry, à la télé, oublie que la télé est là, et il dit « Ah non, mais quelle belle image de la ville, parce qu'il n'y avait que des Arabes et des Noirs, il nous faut des whites, des blancos, des blancs. » Bon, alors plein de gens, dans la presse, quand on en parle, on dit « Oui, il y a eu un dérapage, une dérive, un excès. » En fait, ce n'est pas un dérapage. C'est logique, c'est un aboutissement logique de la logique nationaliste. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un excès momentané, c'est prévisible que ça se passe comme ça, soit dit, et c'est même étonnant qu'il n'y en ait pas eu plus de ce genre de réflexion. Au niveau toulousain, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique, c'est l'Occitan. Ça paraît moins grave, moins menaçant, donc il y a eu déjà cette histoire de métro avec les noms des stations en occitan. Bon, sur la forme, ça ne correspond pas à une demande populaire. Il n'y a pas eu une manif de 500 000 Toulousains qui réclament l'occitan dans le métro. Donc c'est un petit lobby qui, de manière autoritaire, par ses relations et par le petit nombre de voix qui peut faire basculer l'élection municipale, a réussi à imposer ce qu'il appelle régionalisme et qu'on peut appeler micronationalisme. Et d'autre part, juste une petite info dans la dépêche. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a maintenant une agence d'intérim occitaniste qui a ouvert, qui réserve les emplois, alors qu'il y a un chômage fou, qui réserve les emplois à ceux qui parlent occitan. Bon, là aussi, ça paraît minoritaire, sympathique, mais il faut savoir qu'en Espagne, c'est allé beaucoup plus loin, cette logique-là, jusqu'à l'exclusion de ceux qui ne parlent pas la langue du coin. Donc, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut penser que ce micronationalisme est la même chose que le nationalisme français? Le premier paraît folklorique. Mais je vais essayer de montrer qu'au niveau des idées, de l'orientation idéologique, c'est la même chose. Voilà. Alors, face au nationalisme, comment ça se passe? Il y a, si on prend ce qu'on appelle les forces du progrès, il y a plusieurs positions à gauche, disons. Il y a des gens qui disent on n'est pas nationaliste, mais on est patriote. Une belle nuance. Donc, quand on essaie de comprendre un peu, c'est quoi? Ils disent le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et le nationalisme, c'est la haine des autres. Or, on va essayer de montrer que l'un mène forcément à l'autre. On ne voit pas comment on peut aimer les siens sans un peu sentir supérieur aux autres et dénier des droits aux autres. Et là, j'aimerais citer une petite image de Deleuze. Il donne une définition, ce qu'il appelle lui la différence entre un homme de gauche et un homme de droite. Gauche pour lui, c'est pas la gauche, c'est pas les partis de gauche. Ça voulait dire une sorte d'homme qui lutte pour l'émancipation. Et il définit que c'est pas une question de jugement, de valeur, de dire moi j'ai des valeurs de gauche, des valeurs émancipatrices, et les autres ils ont des valeurs conservatrices. Pas du tout. Il dit c'est une question de perception. Un mec de droite se dit moi, ma famille, mon quartier, ma ville, puis il va un peu plus loin, mon pays, mon continent, l'Europe, et éventuellement à la fin il pense un peu au monde. Et celui qui a une position émancipatrice pense exactement l'inverse. Il démarre par le monde. Il pense qu'il est un citoyen du monde. Et après, il raisonne en sens inverse pour arriver jusqu'à son petit patelin, son petit quartier et sa petite famille. Et donc, un patriote, où le classer? Il est forcément dans la position de celui qui démarre de sa petite patrie, de son patelin, de son terroir. Après, il y a la position internationaliste. Internationaliste, ça paraît déjà beaucoup plus sympathique, plus humaniste. Bon, on connaît, c'est la position de Jaurès, il défendait, même Lénine, mais d'un point de vue tactique, le défendait. Mais internationaliste, ça veut dire qu'on accepte les nations, mais on veut entre les nations des bonnes relations. On ne s'attaque pas au principe national lui-même. Et puis il y a notre position, qui est un anationalisme, comme il y a un anarchisme, ou on peut le dire autrement, un antinationalisme. Ça c'est la version négative
contre quoi on est, contre le nationalisme. Mais il y a une version positive, c'est le cosmopolitisme. J'aimerais lire une petite citation de l'encyclopédie anarchiste qui définit le nationalisme. Alors, je cite, les nations sont des réalités, des faits. Bien entendu, constater un fait ne signifie pas le justifier. Bon, ça, c'est important pour la suite. Souvent, les nationalistes prennent le fait pour une valeur, prennent le fait d'être français pour une position politique. Donc, on va revenir là-dessus. Les religions, les épidémies sont également des faits. Et leur existence ne justifie pas pour autant. Le mot cosmopolitisme, pris dans son sens étymologique, à peu près a la même signification que celle que nous donnons au mot anationalisme. C'est ce qu'on vient de dire. Les anationalistes représentent la Terre comme une unité, comme un tout, appartenant à tous les terriens. Si dans une région il existe des matières premières inutilisées par les indigènes, nous pensons que ceux-ci n'ont pas le droit d'empêcher que des étrangers utilisent ces richesses naturelles. La nécessité d'utiliser d'utiliser les richesses naturelles de toute la terre. Elle exige la disparition des nations souveraines et la soumission de tous les hommes au principe de la raison. Par suite, nous considérons comme réactionnaire la politique qui consiste à prôner l'indépendance des nations, l'autonomie des peuples, la conservation des mœurs, des cultures et langues nationales. Ça, c'est la position anarchiste de la nationalisme. Bon, alors pourquoi on est antinationaliste? Parce que là, on dit ce qu'on est, mais on voudrait un peu expliquer pourquoi. Bon, je ne peux pas rentrer dans un gros débat sur le nationalisme parce que c'est une notion extrêmement difficile à définir, même si elle paraît claire. Les historiens, les philosophes ne sont jamais arrivés à une définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais on peut, juste pour pouvoir discuter, donner une petite définition minimale qu'on pourra débattre par la suite. C'est quoi la nation? C'est une construction imaginaire, je dirais après pourquoi imaginaire, qui part d'un fait sélectionné, parce qu'elle ne prend pas n'importe quel fait, et le transforme en norme d'un côté et en objectif politique de l'autre. On va essayer de voir un peu point par point pourquoi un fait sélectionné. Bon, là je ne vais pas parler longtemps, je fais confiance à un spécialiste, Ernest Renan. Alors je vous lis la phrase. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création de la nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques sont pour la nation un danger. Donc déjà, un théoricien du nationalisme reconnaît bien que c'est une construction mentale, une sélection de faits, et il vaut mieux mentir, faire oublier la vérité historique pour pouvoir construire ce sentiment national. La nation française, on le sait, par exemple, pendant longtemps, il n'y avait pas de sentiment national en France. Pendant la Révolution française, il y avait une étude de l'abbé Grégoire qui constate qu'il y a 6 millions seulement, sur les 20 millions de Français de l'époque, qui parlaient français, qui le comprenaient. 3 millions seulement sont capables de tenir en conversation. Donc personne ne se sentait français. Et donc on arrive à quoi? Que le nationalisme, bon, une thèse un peu paradoxale, c'est que le nationalisme précède la nation. C'est l'idée de créer un sentiment national, de le défendre, de sélectionner une langue, parfois de la construire de toutes pièces parce que le pays est émietté en patois, etc., précède la nation. Alors on peut dire donc effectivement que l'État français, la nation française, a essayé de lutter contre les langues locales. Donc, en ça, les occitanistes ont raison. Le problème, c'est que les occitanistes font la même chose. Ça veut dire que l'occitan n'existe pas. C'est un produit chimique de synthèse. En réalité, il y a énormément de patois différents qui eux-mêmes le reconnaissent et ils ont dû construire une langue qu'ils ont transformée en norme et qui elle-même opprime les autres variantes. Et là aussi, a créé un sentiment national. Bon, là, c'est d'appartenance locale. Alors, donc c'est un fait sélectionné, inventé, on crée un imaginaire, et après, on le transforme, c'est là l'étape qui nous énerve un peu le plus, en norme politique. C'est-à-dire, pour nous, aucun fait historique n'est une norme en soi. On ne peut pas dire c'est comme ça, donc c'est super, et on va... chaque fait doit être, de notre point de vue, être critiqué, évalué, et on décide... par l'utilisation de sa raison, par rapport à des critères de justice, si c'est bien ou mal. Mais on ne peut pas dire, on est français, donc c'est bien. Mais non, on va voir. Comme disent les politiques, il y a un droit d'inventaire. Donc on va passer à l'inventaire tout ce qui existe historiquement et voir. On ne peut pas adhérer, a priori, par le fait qu'on soit né, au fait d'être occitan ou français. Et, en fait, autrement dit, ce n'est pas le fait d'être né quelque part qui doit provoquer notre position politique.
Par exemple, si on est occidental, c'est pas pour autant, on est français ou occidental, qu'on est pour la colonisation dans les années 50. Si on est musulman, né dans une famille musulmane, ça ne veut pas dire qu'on est pour le voile. Si on est du Sud, ça ne veut pas dire qu'on est pour les dictatures, alors qu'elle appartient à la culture de notre pays. Mais non. Une position émancipatrice, c'est de ne jamais, bonsoir, de ne jamais déduire quoi que ce soit d'un fait. Or, le nationalisme ne fait que ça. En réalité, c'est une sorte de bêtise intellectuellement. C'est en train de dire, je suis comme ça, je suis né là, donc j'ai raison et je vais lutter pour que ça dure. Après, quand on dit c'est une norme, le nationalisme prend, en fait, comme tu disais tout à l'heure, la réalité est une sorte de flux mouvant. Tout change tout le temps. Et surtout, ce n'est pas un phénomène pur. Il y a plein de contradictions. Dans un pays, il y a plein de groupes différents, plein de langues, plein de mœurs. Le nationalisme homogénise tout ça, essaye de créer un groupe homogène, et le fiche dans le temps, et décide que c'est comme ça, et l'empêche en fait d'évoluer et d'exprimer sa complexité. Là aussi, on est complètement opposé à tout ça. Nous, on pense que la société doit être libre, qu'il ne doit pas y avoir une homogénéisation forcée. Et souvent, le problème, c'est que l'homogénéisation et le fait de figer comme ça l'histoire, c'est la condition d'exercice de pouvoir. C'est pas complètement par hasard qu'on essaye de créer une identité nationale, une identité régionale, c'est pour justifier le pouvoir. À ce propos, petite parenthèse, pourquoi la gauche de gouvernement, depuis quelque temps, est devenue plus ou moins ouverte au localisme, au régionalisme. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'elle perd les élections présidentielles et nationales assez régulièrement depuis une bonne vingtaine d'années. Le PS est devenu un parti de notables locaux qui dirigent des mairies, des conseils régionaux. Et c'est à partir de là qu'ils se sont saisis de la question régionale et ils décident de la pousser à bout pour pouvoir avoir leur petit fief. Et donc c'est aussi un calcul politicien. On voit bien que c'est une manière d'exercer le pouvoir. Enfin, le nationalisme, pourquoi on n'est pas d'accord? Parce qu'il enferme l'individu dans sa culture. Lévi-Strauss disait, une culture, c'est un enfermement, c'est une prison. Et les nationalistes parlent souvent de droit à l'autodétermination des peuples. Nous, on pense qu'il faut défendre le droit à l'autodétermination des individus dans le peuple, dans leur culture. C'est ça la seule valeur émancipatrice. Enfermer quelqu'un parce qu'il est musulman dans ses traditions, parce qu'il est chrétien dans ses mœurs actuelles, parce qu'il est français, c'est la négation de l'individu. Or, pour nous, ne peut naître... la seule liberté, c'est la liberté individuelle de choisir, de construire son identité, de passer un contrat social, un droit d'association libre et de sécession. On peut décider d'être un traître à sa patrie si celle-ci fait des saloperies. Or, elles en font toutes chaque fois qu'elles le peuvent. Après, une dernière chose, l'exclusion. Quand on définit nous, les nôtres, forcément on exclut les autres. À ce propos, j'aimerais lire là aussi Fernand Pelloutier. Là aussi, c'est bref. Le nationalisme revendique le droit des peuples à être exploités par leur propre classe dominante et par des oppresseurs de leur propre pays. Parce qu'à part exclure les autres, à part la haine de l'autre, il y a aussi la négation de la division en classes de la société. Ça veut dire que moi, si je suis français, je dois être très 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 proche du patron français que je côtoie et opposé, par exemple, à l'ouvrier allemand ou algérien, alors que moi aussi je suis ouvrier. Et pour nous, donc c'est aussi une ruse, c'est une manière de lutter, c'est une manière réactionnaire de s'opposer à la lutte des classes. Donc ça, c'est pour résumer rapidement la position anarchiste sur le nationalisme. Après, j'aimerais dire juste un mot sur l'occitan. Bon, on a dit que c'est une langue, l'occitan et toutes les langues régionales. On a dit que c'est une langue fabriquée, chimique, partout, hein, en Bretagne aussi. En Corse, il n'y a pas d'écriture, donc ils ont dû en inventer une pour l'apprendre dans les écoles. Souvent, c'était une langue, effectivement, ils ont raison, ceux qui la défendent, à une époque, c'était une langue populaire. Mais elle n'est plus du tout. Les classes populaires ne parlent pas occitan ou corse ou breton. C'est des gens de l'élite qui ont essayé de la reconstruire. Et on retrouve ici la même analyse qu'on a fait sur le nationalisme. Ça sert aux mêmes objectifs, je ne vais pas redévelopper. Par contre, par rapport à cette histoire de localisme, il y a 3 éléments dans l'argumentation, parce que là j'ai essayé de me taper toute la prose occitaniste, et je vois 3 thèmes qui émergent qui sont bien gênantes d'un point de vue révolutionnaire. La première, c'est la défense du multiculturalisme. J'arrive jamais à la prononcer. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, alors là aussi ça paraît sympathique.
c'est bien de défendre le droit de chaque portion de population à avoir sa langue, sa culture et tout. Ça paraît émancipateur. Mais là aussi, ça enferme les gens dans leur culture. Et souvent, c'est des cultures, toutes, pour l'instant, il n'y a pas encore eu une révolution émancipatrice définitive, toutes contiennent leur part de réaction, de conservatisme, d'exploitation. Et ça arrive à une sorte de balkanisation, où les gens ne sont pas liés par leur raison, par leur appartenance à la réflexion, à la défense de la justice, à la lutte contre la domination, mais on les enferme dans leur ethnie, dans leur langue. Et on connaît un cas extrême dont les régionalistes ne parlent pas, c'est l'ex-Yougoslavie. C'était une lutte régionaliste dans un État unifié. Et ça a donné les succès que vous connaissez. Et donc, ça, c'est la première chose. C'est le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Multiculturalisme. Voilà. Et la deuxième, c'est... il y a quelque chose de profondément réactionnaire que j'ai remarqué, c'est dire ça existait dans le passé, c'était super, donc il faut le restaurer. Ça a disparu, ça n'existe plus, mais il faut le remettre. Alors pourquoi ? On peut dire pourquoi. Après tout, on peut s'en foutre complètement. Mais pour eux, ce qui existait dans le passé, les racines, a une valeur en soi, et forcément, il faut le restaurer, le reconstruire, même artificiellement. Et ça reste quand même une orientation très réactionnaire. On peut le voir comme on veut, je ne vois pas pourquoi le passé serait forcément défendable en soi, et pourquoi il faut le restaurer à tout prix. Et là, on arrive à la position qui me gêne le plus, c'est qu'il y a une sorte de référence, de métaphore écologique. C'est un peu fou, mais ils disent l'occitan, c'est une sorte d'espèce en voie de disparition qui s'est développée dans la niche de la région. C'est une sorte de niche qui a construit une langue, une culture, et c'est vraiment dommage que ça disparaisse parce que c'est naturel, c'est authentique. Sous-entendu, l'immigré qui arrive, il est inauthentique et artificiel, mais bon, c'est bien parce qu'il n'est pas de la niche, lui, il vient d'une autre niche. Bon, ça c'est une rhétorique d'extrême droite. Je ne vois pas comment on peut parler d'écologie, de l'appliquer aux affaires humaines de cette manière-là. Et surtout, cette histoire de nature est vraiment gênante, parce que de notre point de vue, l'histoire n'est pas un fait naturel. C'est un fait, c'est dû à l'action des hommes. Et naturaliser l'histoire, on sait à quoi ça sert en général. Donc, on voit un peu en quoi on est opposé à l'un ou à l'autre. Mais bon, on pourra en débattre s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et donc, s'exciter un peu sur l'occitan, ça peut paraître ridicule. Mais ça ne l'est pas, parce que dans 30 ans, 40 ans, on voit bien que l'Europe encourage. En fait, l'Europe qui est en lutte un peu avec les États nationaux, encourage le régionalisme en ce moment, subventionne, finance, parce que c'est une manière... donc c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur. Voilà. Et au niveau national, n'en parlons pas. Tout le monde voit les dégâts qui ont été faits. Donc en fait, on voit bien que la lutte maintenant, elle est entre le nationalisme sous toutes ses formes et le cosmopolitisme de l'autre. Le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de réactions dans les camps qui se veulent révolutionnaires, même progressistes, contre ça. On n'a pas vu une grosse manif contre le nationalisme. On n'a pas vu des actions très très puissantes. Après, il y a des petits groupes qui ont bougé, mais il n'y a pas eu d'organisation d'un mouvement populaire là-dessus. Et il faut savoir qu'on ne peut pas coexister. C'est-à-dire, l'un tuera l'autre. Soit le cosmopolitisme, soit le nationalisme. Il n'y aura pas de choix. Et j'aimerais finir sur un slogan de Malatesta, qu'on peut reprendre et qui date des années 20-30. C'est guerre au patriotisme, abolition des frontières et fraternité entre les peuples. Sachant que quand il y aura une fraternité entre les peuples, il n'y aura plus de peuples, mais il y aura vraiment une cosmopeuple. Voilà, merci.